Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez Les effronter. Il y a 40 ans aujourd'hui, le premier référendum sur l'indépendance du Québec se soldait par un non. Est-ce que la souveraineté du Québec a encore la cote auprès des jeunes? J'en parle avec Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Écoute, vous signez aujourd'hui un texte sur Urbania et quand même, vous commencez ce texte-là par une affirmation que j'ai jugée assez forte. J'aurais pu naître dans un Québec indépendant. Qu'est-ce que ça aurait changé selon vous? Ben, ça aurait changé que le Québec existerait vraiment comme nation, comme pays dans le monde. Je pense que ça aurait été l'occasion de faire certains choix différents parce que justement, on aurait eu 100% le contrôle de notre destinée dans les 40 dernières années. Je donnais des exemples notamment au niveau économique. On sait que le Québec, à chaque année, par les investissements que fait le gouvernement canadien, se trouve donc à financer des industries comme le pétrole, les sables bitumineux, alors que nous, on fonctionne beaucoup avec des énergies renouvelables, des énergies vertes. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu être le Québec si ces milliards de dollars avaient été investis dans les énergies vertes au Québec? Donc, c'est le genre de questions que je pose. Je me suis amusée, en fait, à faire un certain exercice de politique fiction parce que la réalité, c'est que le Québec aurait pu être un pays, mais un pays comme un autre, c'est-à-dire un pays démocratique où il y aurait eu des changements de gouvernement, bien évidemment, et où les priorités auraient donc différer de mandat en mandat. Ben oui, parce que vous décrivez quand même un Québec assez idéal. C'est un scénario très, très beau. J'ai l'impression que c'est comme un peu un parent qui idéalise un enfant disparu. Je pense pas qu'un Québec indépendant aurait été aussi parfait, aussi vert, aussi économiquement fort. Est-ce qu'on aurait eu les moyens de nos ambitions? On le saura jamais. Mais c'est tentant quand même d'idéaliser cette souveraineté-là qui n'est jamais arrivée. Je pense pas que c'est nécessairement une idéalisation dans le sens où les exemples que j'ai voulu montrer, c'est des exemples qu'on aurait pu prendre en fait si on avait eu les exemples logiques en fait de ce qu'on aurait pu faire si on avait eu l'ensemble de nos moyens. Tu sais, je vois pas pourquoi un Québec indépendant aurait investi, si je reprends l'exemple des énergies fossiles, pourquoi on aurait investi dans le pétrole alors que nous, ça nuit à notre économie. En désavantageant certaines de nos industries. Et logiquement, on aurait investi dans des industries qui rapportent économiquement au Québec. Donc, c'est pas question d'idéaliser parce que c'est sûr que, comme je l'écris également à la fin de mon texte, on aurait nos bas comme pays. Je veux dire, je pense pas, par exemple, que la situation dans les CHSLD, pour prendre cet exemple-là en note, aurait été différente. Mais par contre, c'est ça. On aurait eu l'ensemble du poids décisionnel, disons, au Québec. Puis ça, ben, c'est sûr que pour moi, ça c'est intéressant, puis c'est la voie qu'on devrait prendre. Bon, toutes les deux, on n'était pas menées lors du dernier référendum, mais je me souviens quand même assez bien du deuxième en 95. J'avais pas l'âge de voter, mais je me souviens quand même que le oui, c'était une position qui était très, très populaire auprès des jeunes. Même si je pouvais pas voter, j'avais la pancarte du oui. Vous savez, la fameuse pancarte il y avait le signe de la paix, la fleur. J'avais affiché ça dans ma chambre. C'était un concept qui était vraiment très populaire au sein des jeunes. J'ai l'impression qu'en ce moment, la souveraineté, c'est un concept un peu qui est caduque, c'est-à-dire que ça intéresse pas tant que ça les jeunes, notamment peut-être à cause de la charte des valeurs qui a été amenée par le PQ, toute cette histoire de loi 21. Ben, il y a aussi une question de contexte historique. Si on se ramène justement en 95, moi, j'ai pas vraiment de souvenir parce que j'avais seulement 3 ans à l'époque. Mais il faut dire que quelques mois avant le référendum d'octobre 95, l'option indépendantiste n'avait pas particulièrement la cote chez les jeunes. On a tendance à l'oublier. Puis pourtant, c'est la génération qui a appuyé le plus fortement l'option du oui lorsque la journée du vote est arrivée. Donc, il y a aussi une question de est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont eu à se positionner sur la question? La réponse, c'est non. Donc, c'est l'ensemble des moins de 40 ans aujourd'hui qui n'ont jamais pu se prononcer justement sur l'avenir constitutionnel du Québec. Donc, c'est normal à ce moment-là qu'il y ait peut-être un intérêt plus faible, puis conséquemment des niveaux d'appui à l'option indépendantiste plus faibles aussi, comme c'est le cas pour l'option souverainiste. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas nécessairement inquiétant, disons, pour l'avenir du mouvement souverainiste, parce qu'au contraire, les jeunes aujourd'hui s'identifient de plus en plus
au Québec. Puis il y a de moins en moins également de complexes d'infériorité par rapport au reste du Canada ou par rapport au reste du monde, qui malheureusement était un peu psychologiquement intégré dans notre société, particulièrement justement dans les années 80. Vous savez, on venait juste de passer la Révolution tranquille, les francophones venaient à peine de se réapproprier leur espace économique, tout ça. Donc je pense pas que les peurs liées à l'indépendance qu'ont utilisé souvent les figures marquantes du camp fédéraliste fonctionnerait de la même façon dans un Québec de 2020. Mais en même temps, avec la crise que l'on traverse, Madame Fournier, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine montée du nationalisme, entre guillemets. On a redécouvert, entre guillemets, pour certains d'entre nous, la fierté d'être québécois. J'ai l'impression qu'on a géré cette crise-là autrement. Bon, on peut critiquer de la façon dont ça a été géré, mais il me semble que au niveau du gouvernement, on a eu des messages forts, on était là, on était présent, on a revendiqué aussi en quelque sorte cette unicité québécoise. Est-ce que la crise de la COVID-19, le gouvernement de François Legault, ironiquement, pourrait être celui qui ramène l'idée de la souveraineté sur le tapis? Ben, si ça arrive, moi, je dis tant mieux. Je serai évidemment de leur côté. Parce qu'effectivement, depuis le début de la pandémie, même si, évidemment, c'est loin d'être parfait, puis la situation des personnes âgées au Québec, franchement, elle devra être corrigée dans les années à venir. Par contre, c'est clair que ça a fait naître un grand sentiment de solidarité puis de fierté que peut-être que notre génération, nous n'avions pas encore connu. Donc, un événement qui ramène au sens collectif à un moment fédérateur. Oui, exactement, un moment fédérateur. Donc oui, en ce sens-là, je pense que, en tout cas, de ce que j'ai senti autour de moi, de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette question-là. Maintenant, à savoir est-ce que ça va perdurer dans le temps, je pense que c'est là le défi pour les souverainistes. Mais clairement, il y a un retour vers l'État, un retour au collectif, au sens de la communauté qui s'opère ici au Québec comme partout dans le monde. Mais peut-être que pour le mouvement d'émancipation du Québec, ça pourrait prendre un sens différent chez nous. Puis je pense aussi qu'on a compris qu'on pouvait faire de grandes choses en peu de temps. On s'est reviré de bord assez rapidement et ça dans plusieurs dossiers. Ça peut aider aussi peut-être à attiser ces braises souverainistes. Madame Fournier, si on faisait un référendum maintenant, là, on fait des plans à la comète, là, ça ressemblerait à quoi, vous pensez, le résultat? Est-ce que ça passerait? Mais moi, je suis confiante, ouais. C'est sûr que j'avoue que moi, je suis une optimiste dans la vie. Mais pour vrai, moi, j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de se rendre au moment de tenir un référendum. Qu'est-ce que ça prend? Parce que, vous savez, ça prend d'abord un mouvement souverainiste qui unit, qui est cohérent dans sa tête vers l'indépendance. Parce que oui, assumer, ça, c'est évident, c'est la base. Ça prend pour enclencher une telle démarche d'abord un appui citoyen important, mais également une majorité de députés souverainistes à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce défi-là pour moi qui est, à mon sens, le plus grand pour l'avenir du mouvement, parce que j'ai l'impression que si on posait la question aux Québécois de nouveau, d'abord, le dernier référendum en 1995 a donné des résultats de, on peut dire 50-50, c'était très, très, très serré. Et j'ai l'impression que les gens qui ont voté oui en 95, même si pour une partie d'entre eux, c'est plus une priorité, j'ai l'impression que la grande, grande majorité de ces gens-là voteraient encore oui aujourd'hui. Alors, si on ajoute une portion de l'ensemble des moins de 40 ans qui n'ont jamais pu se prononcer sur la question, pour moi, c'est une évidence que ce serait une grande possibilité que ce soit un scénario victorieux. Mais encore faut-il s'en donner la possibilité. Madame Fournier, vous faites partie des députés qui sont de retour au Salon Bleu. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Je vous avoue qu'il y avait une très grande fébrilité mercredi dernier lorsqu'on a rentré justement au Salon Bleu. C'est sûr que c'est spécial avec toutes les mesures de distanciation. Il y a à peu près, on est 40 maximum au Salon Bleu, alors qu'habituellement, on est environ 140. Donc, c'est spécial. En même temps, on voit que le ton des débats prend peut-être une allure différente. C'est-à-dire? Moi, je trouve ça moins de partisanerie. Peut-être j'ai vu beaucoup de questions constructives qui ont été posées la semaine dernière. Puis depuis le début de la pandémie, d'ailleurs, moi, j'ai tenu à souligner justement ce travail-là, main dans la main des députés. Je pense que ça a de quoi nous inspirer pour une politique nouvelle. On dit beaucoup qu'il y a des choses qui vont changer après la pandémie. Puis j'espère que la partisanerie en politique va faire partie de celle-ci. À mon sens, elle prend beaucoup trop de place, puis malheureusement, elle nous éloigne souvent du bien collectif. Donc, j'espère que ça va faire cheminer l'ensemble des parlementaires et des formations politiques.
très bien. Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin. On peut lire votre texte sur Urbania. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a 40 ans, c'était le premier référendum sur l'indépendance du Québec. Ça s'est soldé évidemment par un non.